on va accueillir tout de suite la première conférence. J'appelle donc sur le plateau Antoine Bled, voilà, qui va nous parler de l'adaptation des forêts au changement climatique, les actions de l'homme, les essences en devenir et les utilisations de ce futur bois. Antoine Bled, bonjour. Vous êtes directeur de l'ex-territoire Poitou-Charentes au niveau de l'ONF, après avoir occupé différentes fonctions dans l'ONF, au niveau parisien notamment. Oui, tout à fait. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis directeur de l'agence territoriale Poitou-Charentes de l'Office national des forêts. Et aujourd'hui, l'ONF donc est le gestionnaire des forêts publiques françaises. Donc forêt domaniale, forêt des collectivités et bien sûr forêt communale. Et on représente à peu près 11 millions d'hectares de forêt, soit 25% en fait de la surface forestière française. Donc on peut lancer la presse, hein, si vous en êtes d'accord. C'est à moi de le faire. Voilà, ici à droite. Donc pour cette première conférence, ce qu'on souhaitait vous présenter, c'est du coup la stratégie d'adaptation au changement climatique, notamment de l'Office national des forêts, mais pas que, puisqu'on ne travaille pas seul sur ce sujet. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que du coup le changement climatique est une problématique aujourd'hui sociétale, tout autant que technique, sociétale, parce que on se rend bien tous compte que le climat change, que le climat bouge et que ça engendre un certain nombre d'effets, et technique, puisque nous devons faire évoluer nos pratiques techniques quant à la gestion des forêts françaises. Alors, aujourd'hui, on se rend bien compte que les principales fonctions de la forêt sont impactées. Alors, d'abord, la fonction de préservation de la biodiversité. Les espèces vont être impactées directement, notamment par la chaleur, le manque d'eau, et plus indirectement par la mortalité en fait, de leur habitat. On se rend bien compte aujourd'hui, notamment sur certaines forêts de l'Est, sur certaines forêts du centre de la France, d'un dépérissement de certaines espèces d'arbres. Et les plus chanceuses de ces espèces pourront migrer. Alors, dans ce contexte Covid, on a tous été très impactés, on était tous très heureux de revenir en fait à la forêt, de revenir en promenade dans ce milieu naturel remarquable. Et le réchauffement climatique pourrait faire évoluer cette image avec une forêt qui devient un petit peu moins sécurisée et avec des impacts paysagers, notamment liés au fort dépérissement de certains sujets et de certains peuplements. Alors, le réchauffement climatique impacte aussi la production de bois. Il a été rappelé qu'effectivement, aujourd'hui, dans les forêts françaises, on ne prélève pas ce que produit la forêt, et la forêt est en croissance. Pour autant, certains événements, notamment sanitaires, peuvent engendrer une dépréciation du bois, une baisse de l'accroissement et une raréfaction de certaines essences que du coup nous anticipons. Le bois est un matériau formidable, ça a été rappelé également, avec du coup son pouvoir de séquestration et de stockage du carbone. Pour autant, la baisse de productivité des forêts, en tout cas sous nos climats, va ralentir un petit peu ce processus. Et enfin, le cinquième axe qu'il convient de présenter, c'est la gestion des risques par rapport au maintien des terrains de montagne et bien sûr par rapport à la défense des forêts contre les incendies et par rapport aux risques d'inondation. Je crois savoir qu'aujourd'hui, par exemple, en région Hauts-de-France, certains départements sont en alerte inondation. Alors, très rapidement, tous les scénarios qui sont proposés par rapport au groupe du GIEC prévoient une augmentation des températures.
entre 1,5 pour le scénario le plus favorable, jusqu'à 8,5 sur une échelle d'environ 100 ans. Ce qui va induire un étalement, notamment des prélèvements forestiers, par rapport au fait que la forêt va devenir un petit peu moins productive. Vous voyez ici, avec le changement climatique, la hausse des températures et les déficits hydriques vont s'amplifier, ce qui va forcément dégrader un petit peu la productivité, mais dégrader aussi une partie de la biodiversité. Vous voyez en haut le climat actuel et en bas une projection d'ici à l'horizon 2050 sur le scénario d'augmentation de température de 8,5 degrés. Ce qui va se passer, en fait, c'est que les stress hydriques hivernaux et les stress hydriques estivaux, avec des insolations très fortes, avec des températures supérieures à 45 degrés, vont engendrer de grosses difficultés pour l'arbre, qui, lui, a besoin de conditions optimum pour pouvoir se développer. Un schéma très simple ici, qui permet de comprendre que l'arbre tire son énergie, bien évidemment, vous le savez tous, puisque vous travaillez tous le bois, de la photosynthèse, et que la remontée en fait, de sa sève se fait essentiellement par évapotranspiration. Cette évapotranspiration, elle est largement dégradée à partir du moment où la température extérieure et bien sûr le volume d'eau disponible dans le sol, d'un côté augmente et de l'autre diminue. Ce qui engendre une fermeture en fait, de ces stomates, et donc un arrêt. Grosso modo, l'arbre se met en dormance, il se préserve, il va même aller jusqu'à préserver certaines de ses fonctions vitales et abandonner parfois certaines branches, perdre des feuilles éventuellement par manque de réserve. Donc voilà les effets traduits de manière schématique à l'échelle de l'arbre du changement climatique. Une autre illustration, qui est une illustration qui témoigne en fait de la perte de productivité de quasi l'ensemble des essences d'arbres sur le territoire métropolitain. On voit une seule courbe qui monte, là, la courbe verte. Il s'agit de l'épicéa. Je précise que l'ensemble de ces essences sont présentées dans un contexte pédologique et stationnel optimum. Donc on écarte de là toutes les plantations d'épicéas d'après-guerre, épicéas de plaine, qui vous en êtes forcément rendu compte, ont largement dépéri. Cette augmentation de l'épicéa, en fait, résulte d'un adoucissement du climat au-dessus de 900 mètres, en maintenant tout de même des conditions de précipitation satisfaisantes pour cette espèce. Donc, on observe globalement des dépérissements pour de nombreuses espèces dans leur aire naturelle. Alors qu'est-ce qu'on fait pour anticiper tout ça, en tout cas pour l'accompagner au mieux? C'est le boulot du forestier, c'est de prendre en compte l'évolution du climat avec deux approches qui sont simultanées à l'ONF. On modélise en fait les nouvelles aires de compatibilité des essences par rapport à l'évolution du climat, par le croisement d'un certain nombre de données, et on compile les résultats issus de tests sur le terrain pour ensuite les généraliser de manière un petit peu plus importante. Alors, l'arbre, c'est un allié indispensable par rapport à l'atténuation du changement climatique, et le job de tout gestionnaire forestier, et notamment de l'ONF, c'est de maximiser le rôle de l'arbre dans l'évolution du changement climatique. L'arbre, il a ce pouvoir de stockage et de séquestration du carbone. On est tous ici bien placés pour le savoir. Et un pouvoir de substitution, puisqu'on va plutôt privilégier l'utilisation de matériaux bois et d'énergie bois plutôt que des énergies à base de pétrole ou des matériaux autres que le bois. Alors, le territoire que je représente, c'est le territoire de la région COA, donc Centre-Ouest Aquitaine, avec 6 grands ensembles biogéographiques et qui ont tous leurs essences et leur mélange d'essences bien spécifiques.
Et là, ici, les enjeux qui sont les plus prégnants, ça va être la sylviculture du chêne et la sylviculture du pin, qui sont aujourd'hui au cœur des enjeux de production. Alors, les axes que nous avons définis dans notre stratégie d'adaptation au changement climatique, sur laquelle nous travaillons depuis le début des années 2005-2007, c'est d'abord de réussir les renouvellements et les rendre acceptables paysagèrement. C'est assurer en fait les continuités écologiques et préserver la biodiversité. C'est préserver la structure et la richesse des sols, qui est indispensable. C'est bien sûr choisir les essences adaptées et favoriser la diversité génétique et anticiper et gérer les risques sanitaires et les risques incendies. Alors, la première étape, c'est réussir les renouvellements et les rendre acceptables paysagèrement. On va plutôt aujourd'hui, et ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'on le pratique avec des retours très favorables, privilégier la régénération naturelle en élargissant finalement la gamme d'itinéraires techniques. On va progressivement aller vers plus de mélange d'essence pour éviter les risques sanitaires répétés qu'on a pu connaître par le passé. C'est bien évidemment accepter les zones d'échec où finalement la forêt demain n'arriverait plus à se régénérer naturellement et donc éventuellement intervenir en diversification, en enrichissement ou tout simplement en gestion de zones ouvertes. Ça va être pouvoir proposer différents modes de gestion forestière, c'est-à-dire privilégier plutôt la régénération progressive, beaucoup plus étalée dans le temps, puisque les dynamiques des essences, comme on l'a vu, deviennent un petit peu moins importantes, et c'est privilégier du coup la gestion irrégulière lorsque c'est adapté. En ce qui concerne le pin maritime, qui est une essence de pleine lumière, qui est largement ici utilisée en région Nouvelle-Aquitaine, la gestion en futée régulière est aujourd'hui tout à fait adaptée, même jusqu'aux scénarios les plus pessimistes qu'on a évoqués tout à l'heure. Alors, les incontournables, ça va être du coup de démultiplier les surfaces de renouvellement, mais par des plus petites surfaces pour maintenir l'ambiance forestière et éviter les risques d'insolation importants. Ça va être préparer les plantations de manière douce. Ça va être maîtriser les populations d'ongulés. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, aujourd'hui, ces populations ont été multipliées pour le sanglier par 10 en 40 ans, par 4 pour les cerfs sur la même échelle de temps. Il est donc indispensable, dans un contexte de réchauffement climatique, de mieux maîtriser ces populations. Ça va être mieux gérer aussi la récolte de graines et l'élevage de ces graines au sein des pépinières de proximité et au plus proche des zones de récolte. Et puis, ça va bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, tirer parti du coup de la dynamique naturelle et de l'effort d'adaptation des espèces en place par rapport à ce réchauffement climatique. Et parfois, ça va être pouvoir renoncer pour mieux concentrer les efforts et saisir les opportunités du plan de relance, du programme Néoterra et notamment des labels bas carbone. Alors, quelques exemples. Sur le massif de la Coubre, là, qui est basé à côté de Royan, on a mis en place des atlas des paysages et on a irrégularisé plus d'un tiers du massif forestier, qui est un massif forestier de pins maritimes, en privilégiant la régénération naturelle. On a par ailleurs proposé la mise en place d'îlots d'avenir. Vous avez le lien YouTube juste en dessous. Pour ceux qui sont sur le web, vous pouvez jeter un œil. Le programme Néoterra, c'est du coup la possibilité de tester des essences de provenance géographique plus au sud de la région où ils sont déjà présents, ou des essences qui ne sont pas encore présentes en France. Nous avons par exemple sur la forêt domaniale de Moulières testé sur une petite surface de 2 hectares une plantation de pin brussia, qui est un pin qui est issu du pourtour méditerranéen, qui est un cousin du pin d'Alep, et qui du coup va être testé en acclimatation, comme les forestiers l'ont fait il y a une centaine d'années avec le pin maritime. Je le disais, c'est assurer les continuités écologiques et préserver la biodiversité.
La biodiversité est une source de résilience évidente. Le mélange des essences permet d'éviter les risques sanitaires monospécifiques. Et donc, toujours dans le même esprit, à l'ONF, on valorise en fait la libre évolution et on va classer en fait un certain nombre de secteurs en forêt publique hors sylviculture. C'est-à-dire que c'est des secteurs qui vont être protégés. C'est par exemple des réserves biologiques intégrales, des réserves biologiques dirigées, des îlots de vieux bois, des îlots de sénescence, pour mieux favoriser en fait cette biodiversité. Ça va être mieux organiser la trame des vieux bois sur l'ensemble des massifs domaniaux et communaux, pour mieux mailler en fait la notion d'arbre habitat, notamment vous avez le petit icône là des chauves-souris. Et ça va être mieux cartographier et mieux prendre en compte dans nos documents d'aménagement ces zones spécifiques et pourquoi pas privilégier des interfaces feuillues sur des forêts résineuses pour favoriser en fait cette notion de transition douce d'un milieu ouvert à un milieu enrésiné. Alors, on va d'abord s'attacher à la biodiversité ordinaire, mais on va aussi se concentrer sur la biodiversité remarquable. À l'ONF, on a la chance d'avoir des réseaux naturalistes. On travaille avec beaucoup de partenaires, notamment l'INRAE, notamment le CNPF, notamment les CPIE, les conservatoires botaniques. L'objectif, c'est de mieux cartographier pour mieux gérer et d'identifier les mosaïques d'habitat qui vont permettre une meilleure résilience des forêts face au changement climatique. Alors, une notion dont on a parlé tout à l'heure, souvenez-vous, par rapport au petit schéma représentant l'arbre, c'est la préservation des sols. C'est une condition sine qua non pour bien s'adapter au réchauffement climatique. Des sols respectés, c'est des sols qui vont permettre en fait une régénération des massifs et donc une bonne croissance, une bonne biodiversité. Donc on va chercher à limiter en fait les travaux qui impactent le sol. On va du coup éviter les préparations de sol qui peuvent perturber les horizons. On va par contre améliorer la mécanisation des travaux sylvicoles en utilisant ce qu'on appelle les cloisonnements d'exploitation. Généralement, ce sont des cloisonnements dans les forêts quand vous vous baladez. Dans le jeune âge, ils se voient, ensuite ils disparaissent. Ils sont à peu près situés tous les 10 à 15 mètres pour favoriser les interventions depuis uniquement ces cloisonnements-là. Ça va être développer les modes d'exploitation alternatifs. Alors, sur certaines zones, on peut utiliser le cheval. Sur d'autres, on peut utiliser du câble-mât. Et ça va être suspendre dans des conditions trop problématiques, notamment de tassement de sol, les exploitations forestières pour éviter des dégâts trop importants et dans les parcelles et sur les zones de desserte. Je le disais, c'est mettre en place et matérialiser des cloisonnements d'exploitation, c'est indispensable. Et puis, c'est limiter l'impact des coupes rases et l'export des rémanents, bien évidemment, en réalisant des coupes progressives, des coupes d'ensemencement, où on va systématiquement chercher à laisser des semenciers jusqu'à ce que la régénération naturelle soit acquise. Alors, tout ça, ça demande en fait de l'accompagnement et de la formation, notamment à la pédologie pour les forestiers, mais également pour les entrepreneurs de travaux forestiers qui doivent bien comprendre ce qu'ils font en forêt, dans les parcelles et ce qu'il faut respecter pour que demain, les forêts puissent toujours être les forêts que nous apprécions aujourd'hui. On améliore la mécanisation des travaux et on va adapter nos exigences à la sensibilité du sol dans la hiérarchie finalement des différents critères et de type de sol, plus ou moins tassant. Alors, le principal enjeu, c'est quand même de choisir les essences adaptées en favorisant la diversité génétique. Alors, on a développé un outil qui s'appelle Climessence, qui nous permet de prévoir les conséquences des changements climatiques sur les forêts dans le territoire métropolitain. Alors, ces modèles, en fait, ils sont prédictifs et ils sont calculés par rapport au déficit hydrique et aux données météo, par rapport au froid, puisqu'un certain nombre d'espèces sont sensibles au froid, et par rapport aux besoins en énergie de ces espèces. Ce qui permet de projeter des cartes actuelles aux cartes
dans une cinquantaine d'années. Toutes les forêts communales, domaniales et des collectivités bénéficient d'un plan de gestion qu'on appelle document d'aménagement. Et les plans de gestion aujourd'hui à l'ONF, ils sont rédigés en prenant en compte cet outil qui s'appelle Climessence et qui permet de se projeter sur un pas de temps de 2 durées ou 3 durées de documents d'aménagement. La durée d'un document d'aménagement, c'est une vingtaine d'années. Et de plus en plus, on les réadapte tous les 5 à 10 ans en fonction de ces critères. Alors, on se rend compte ici, par exemple, pour le chêne pédonculé, que l'aire de répartition du chêne pédonculé en 2050, elle se restreindra finalement à la Bretagne et à la région Hauts-de-France et un petit peu sur le Massif central. Toutes les zones du coup qui sont en jaune sont des zones qui deviennent incompatibles par rapport à la notion de déficit hydrique pour cette espèce. Et donc ce qu'on va faire à l'ONF, c'est privilégier les autres espèces en place ou les aider à migrer. C'est par exemple ce qu'on a fait dans le cadre du projet Giono depuis 2007, où on a prélevé des faines du massif des Maures et de la forêt domaniale de Chizé, qui est basée ici dans le département des Deux-Sèvres, pour les élever en pépinière, favoriser leur migration. On a fait de la migration assistée et on les a ensuite plantés depuis maintenant une quinzaine d'années sur le massif de Verdun. Donc les provenances du massif des Maures, forêt de Chizé, sont des provenances qui sont recherchées pour pouvoir les réimplanter un petit peu plus au nord. Donc on se saisit de toutes les opportunités de diversification à partir du moment où elles sont compatibles avec le climat dans une cinquantaine d'années. Alors, on va du coup qualifier de manière très fine la composition des peuplements et les régénérations sur la base de diagnostics de terrain en favorisant le mélange d'essences. C'est-à-dire qu'on va travailler avec beaucoup plus d'essences que par le passé et donc on va dégager, entre guillemets, moins propre. Le dégagement, c'est la notion de favoriser sur une parcelle, par exemple, où le chêne est une essence objective, le chêne, par rapport aux autres essences d'accompagnement. Aujourd'hui, on travaille avec une dizaine d'essences dans le feuillu, par exemple. Voilà, ça va être rationalisé, partagé avec la filière, l'implantation des essences pour permettre leur commercialisation. L'objectif, c'est quand même, et c'est essentiel, d'approvisionner la filière forêt-bois Nouvelle-Aquitaine et française. Alors, une fois qu'on a mieux travaillé avec les essences, il faut qu'on anticipe mieux les risques. Donc, on a bien évidemment intégré la caractérisation sanitaire des peuplements et à l'ONF, on travaille de manière très étroite avec un certain nombre de nos collègues qui font partie du département de la santé des forêts, qui est un département qui caractérise en fait l'état sanitaire des peuplements pour mieux les gérer et mieux anticiper les risques. On va du coup s'appuyer sur ces critères-là pour engager des récoltes de bois avant que le bois ne puisse être déprécié. On utilise beaucoup les nouvelles technologies comme outil d'aide à la décision, notamment le drone, les images satellites, pour caractériser les peuplements dans un but d'aide. Mais c'est aussi des nouvelles technos qui sont mobilisées par rapport à la lutte face au risque incendie, notamment par rapport au départ de feu. Et on met bien évidemment auprès de l'ensemble des partenaires des consignes opérationnelles de gestion de crise où on est tous mobilisables. Moi, le premier, cet été, du coup, au niveau des cadres de l'agence, on a toujours un roulement avec les services des SDIS, donc les pompiers, pour garantir en fait une réactivité d'intervention lors des périodes à risque. Et c'est de plus en plus étalé dans le temps. Par exemple, l'hiver dernier, on était presque plus à risque que cet été, puisqu'on a eu un hiver extrêmement sec, alors que cet été, on a pu bénéficier de précipitations, ce qui a permis un petit sursis pour la forêt. Alors, comme je disais, on met en place des diagnostics de vulnérabilité, on maintient un réseau d'infrastructures efficace pour pouvoir intervenir, et puis on travaille avec les pompiers. Une illustration un peu concrète. Alors à chaque fois, je vous ai mis quand même des liens web de vidéos qui vous permettront d'accéder notamment au programme Giono.
d'accéder au programme Neoterra. Et là, je voulais illustrer en fait un partenariat qu'on a avec la région, où on a élaboré en fait un serious game qui permet de responsabiliser le joueur face au risque du changement climatique. Donc l'objectif du jeu, c'est d'abord de faire découvrir de façon ludique les choix à faire pour mieux gérer la forêt par rapport à ce contexte de réchauffement. Et pour le forestier, c'est bien évidemment de communiquer sur la complexité de son métier. Et je mets tous les forestiers parce que le sujet du changement climatique concerne aussi bien nos collègues de la forêt privée que les collaborateurs de la forêt publique. Donc le pitch du jeu, c'est avec le réchauffement climatique, les forêts sont menacées. Le futur d'Hespéride, c'est la mascotte, et de ses amis venus du 22e siècle, dépend de vos décisions. Donc en fait, c'est un jeu qui est un jeu de stratégie. Au début du jeu, on a plusieurs scénarios possibles, et au fur et à mesure en fait, de l'avancement de ce jeu de stratégie, qui est ponctué par l'avis d'un certain nombre d'experts. Donc là, on voit un élu, on voit du coup un spécialiste de l'accueil du public. On va être orienté dans des choix qui vont nous amener à réussir ou à échouer à la mission. Donc ce jeu de stratégie permet vraiment de prendre de manière ludique et responsable en compte le réchauffement climatique dans la gestion forestière. Alors il y a des événements qui surviennent, il y a des risques, bien évidemment le feu, des attaques sanitaires, mais également des bons choix et des bonnes décisions qui engendrent une régénération acquise de la forêt. Donc vous avez là ici en haut un expert du DSF, un expert des pompiers qui permettent de réussir ou d'échouer à la partie. Donc ce jeu qui a été lancé la semaine dernière est disponible bien évidemment et permet pour un public plutôt de collégiens et de lycéens d'être pédagogiquement sensibilisé par rapport à la gestion forestière dans ce contexte de changement climatique. Alors on peut, il est évolutif, hein, on insère des scénarios, etc., ce qui permet de pouvoir jouer un petit peu sans fin. Il y a des bornes interactives qui sont mises en place. C'est un partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine et le programme Neoterra. Et si vous voulez jouer, je vous ai même mis le lien. Alors, pour conclure sur ce réchauffement climatique, c'est une notion qui a été prise en compte là, depuis une bonne quinzaine d'années et qui fait largement évoluer les modalités de gestion en privilégiant la régénération naturelle, la résilience des espèces en place, la préservation de la biodiversité et une gestion un petit peu plus dynamique par ouverture moins importante pour maintenir en fait l'état forestier dans toute sa composante, tant en termes de biodiversité qu'en termes de gestion du risque. Donc si vous voulez bien, je suis maintenant à votre écoute si vous avez des questions. Merci Antoine Bled. Maintenant, vous pouvez venir me rejoindre sur les fauteuils ici. Et par rapport à toutes ces choses intéressantes que vous nous avez dites, la parole est à vous maintenant dans le public, qu'il soit au Rocher de Palmer, ici, en présentiel, ou bien devant vos écrans. Vous savez que vous pouvez chatter. Et donc, on va prendre vos questions, même si vous êtes loin de nous physiquement. Donc, vous avez des gens qui peuvent vous prendre vos questions dans l'assemblée. C'est toujours le plus difficile, la première question, mais voilà, ça y est. Vous vous présentez et puis vous formulez votre question. Bonjour, Thomas Baudot, FIBO de France. Moi, je voulais savoir, vous parliez de nouvelles essences dans la forêt et notamment de feuillus. Quelles essences vous pensez quand vous pensez à intégrer du feuillu dans la forêt? Alors, on va maintenir en fait plutôt les essences d'accompagnement. En feuillu, aujourd'hui, on introduit finalement assez peu d'essences. On va privilégier, par exemple, pour le chêne, plutôt le chêne pubescent, le chêne sessile,
plutôt que le chêne pédonculé dans certains secteurs. On va garder les fruitiers, par exemple, les merisiers, les alisiers. On va travailler avec le charme lorsqu'il est présent. On va faire une gestion beaucoup plus opportuniste, si vous voulez. Et ici, dans le sud-ouest, on a par exemple la présence de l'érable de Montpellier, qui est un feuillu qui est intéressant, qui croît bien, qui pousse bien, mais qui est aujourd'hui assez peu utilisé en fait en transformation. On va aussi travailler avec le chêne chevelu, qui est une essence qui pousse bien, qui croît bien, mais qui est assez peu utilisée. Donc dans le feuillu, on va privilégier le mélange d'essences. Dans la région de France, on a été largement touché par l'impact de la calarose sur le frêne. Et du coup, cette calarose, elle a été très dévastatrice par rapport au fait que les peuplements étaient parfois monospécifiques. Donc c'est ce qu'on va chercher systématiquement à éviter pour maintenir en fait les essences et favoriser leur résilience. Donc régénération naturelle, mélange, mais en feuillu assez peu d'introduction de nouvelles espèces. Merci. Une autre question. Vous avez parlé de tests d'essence qui venaient de stations un peu plus chaudes et vous avez déjà des premiers résultats de ces tests ou c'est trop tôt? Alors, le temps forestier, c'est un temps long. Le temps forestier, voilà, pour les essences qui sont à croissance les plus rapides, ça va être 80 ans à peu près, notamment pour le pin maritime, on le récolte à peu près sur ces pas de temps-là. En tout cas, les essences qui sont testées aujourd'hui, par exemple le pin d'Alep dans les régions un petit peu plus au nord, le pin Brussia dans les régions un petit peu plus au nord, le Douglas, on le fait monter aussi par migration assistée. On se rend compte que bon, voilà, la reprise est là. Maintenant, quant à savoir, on présuppose par l'intermédiaire de Climessence que c'est des essences qui vont pouvoir alimenter la filière forêt bois française demain, parce qu'on a mené toutes ces analyses et que ça marche dans les pays dans lesquels finalement notre climat va évoluer, comme par exemple le Portugal, l'Espagne, la Turquie, pour les parties les plus au sud de la France. Donc, globalement, on est plutôt optimiste. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Ou alors, sur le chat, Clara, il y a des réactions d'internautes? Pas de questions pour l'instant sur le live. Donc, moi, je me permettrai une question. Je suis ici, voilà. Merci. Vous avez évoqué dans les résineux l'épicéa, le pin maritime aussi. Vous venez de parler un petit peu de Douglas. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu les scénarios, notamment via Climessence, de l'évolution de l'essence Douglas en Nouvelle-Aquitaine? Alors là, c'est une question de spécialiste du Douglas. Moi, je ne suis pas un spécialiste du Douglas, je vais essayer de bien vous répondre. Le Douglas, pour ce que je connais sur la région Poitou-Charentes, je recentre, il est assez atypiquement bien adapté sur le massif de Chizé et sur le massif d'Aulnay, où on est sur des calcaires fragmentés, où on a des belles qualités de Douglas, et où du coup on cherche finalement à classer en fait ces peuplements de Douglas particuliers, parce que finalement ils se sont adaptés sur des sols où on les attendait pas forcément. Donc la limite du Douglas en région Nouvelle-Aquitaine, ça va être notamment les stress hydriques répétés. Donc il sera toujours adapté sur les parties très arrosées, notamment en moyenne montagne, et sur le secteur aussi du sud-ouest, pourquoi pas du Pays Basque. Sur les sols plus sableux, les scénarios de prédiction, notamment sur le pin maritime, restent favorables au pin maritime, même si les températures augmentent de manière significative. Donc voilà, je ne fais pas une réponse globale Nouvelle-Aquitaine, mais je vous invite à du coup sur Climessence pour avoir toutes les données caractéristiques, notamment au niveau national, et ensuite vous cliquez sur la région et vous avez toutes les réponses. En sachant que Nouvelle-Aquitaine, c'est très diversifié en définitive, même au niveau climatique. Il y a des régions qui
sont plus impactés par le réchauffement climatique que d'autres, peut-être. Oui, tout à fait. Hein, c'est très diversifié. Vous avez des zones de montagne, hein, notamment le Pays Basque, les Pyrénées. Vous avez des zones océaniques avec des sols plutôt très sableux, très adaptés du coup au pin maritime. Vous avez des vallées très fertiles, notamment l'Adour avec des peuplements de chênes, et puis toute la partie Poitou-Charentes avec du chêne de qualité. On va aller chercher le merrain notamment. Merci. D'autres questions? Vous avez évoqué l'accompagnement par la formation. Vous pouvez nous dire quelques mots de plus là-dessus, par rapport effectivement à la problématique du changement climatique? Alors, les forestiers, généralement, sont des observateurs. Hein, la première qualité du forestier, c'est d'observer ce qui l'entoure. Donc, ce qui est très important, c'est de mettre à jour en fait, les itinéraires de gestion forestière qui étaient mis à l'œuvre jusqu'à présent, en mettant en place en fait, un accompagnement à la formation de manière perpétuelle et cyclique auprès de nos équipes. Parce que les schémas de gestion forestière d'hier ne seront plus ceux de demain. Donc ça nécessite en fait un accompagnement à la formation de l'ensemble des collaborateurs internes à l'ONF, je dirais de l'ensemble des forestiers, forêts privées également, mais aussi de l'ensemble des entrepreneurs de travaux forestiers. Pour bien comprendre dans quelles conditions on va devoir travailler demain pour garantir en fait la régénération des massifs. Donc l'aspect formation, il est à tous les niveaux, dans le monde de l'entreprise dans un premier temps, puisque ce sont les opérateurs qui travaillent aujourd'hui, et dans le monde de l'éducation, du plus jeune âge jusqu'au diplôme post-bac et école d'ingé, quoi, hein, école aussi du paysage. Donc je dirais que la formation, ça doit être une composante globale en prenant en compte ces effets. Hein. Merci. Donc on va peut-être s'arrêter là pour l'instant. S'il n'y a plus d'autres questions en salle ou sur le chat. Ah oui, Clara. On a une question par Julie qui nous demande, par rapport à l'outil Climessence, pouvez-vous donner une définition de la notion de comptabilité à 97,5% zone jaune? Merci. Oula, très précise la question. Alors, il s'agit de la compatibilité. Alors, la compatibilité, bah, c'est le fait d'avoir une projection en fait, d'une essence qui reste compatible sur les 50 prochaines années. Donc voilà, Climessence permet de mesurer la compatibilité d'une espèce par rapport aux critères climatiques évolutifs entre maintenant et le pas de temps qui est choisi. Donc lorsqu'on est sur une essence où la compatibilité est de 97,3%, alors on peut la privilégier en gestion forestière en se disant que d'un point de vue sylviculture, croissance, stockage carbone, préservation de la biodiversité, c'est une essence qui sera durable dans le temps. Voilà Julie, j'espère que la réponse d'Antoine vous aura satisfaite. Donc je vous propose d'arrêter là. Si des fois il y avait des questions qui vous venaient un peu plus tard, sachez qu'il y a dans la journée des pauses café ou pauses déjeuner. Antoine, vous restez là toute la journée, je suppose? Alors je dois m'absenter, j'ai d'autres obligations après, mais on pourra, à l'occasion des pauses, effectivement, vous poser des questions en direct. On remercie Antoine Bled, on l'applaudit.